Bonjour et bienvenue dans votre émission Qu'on en parle. L'émission Qu'on en parle est une émission qui traite notamment de l'actualité de façon générale, l'actualité politique, l'actualité économique, ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur immense de recevoir sur ce plateau M. El Hadji Ibrahima Niass Faye. El Hadji Ibrahima Niass Faye est juriste, doctorant en droit politique, vice-coordinateur national du mouvement Union pour un Sénégal juste de Capitaine Touré. Monsieur El Hadji Ibrahima Niass Faye, bonjour. Oui, bonjour M. Bertin. Donc, juste c'est doctorant en droit public. Et aussi, merci pour l'invitation. Alors, vous êtes le vice-coordinateur national du mouvement Union pour un Sénégal juste de Capitaine Touré. Pouvez-vous nous parler un tout petit peu de ce mouvement-là? D'accord, mais permettez-moi, avant de parler sur le mouvement, de saluer en passant le président Seydina Omar Touré, donc, qui est le président, bien évidemment, du mouvement Union pour un Sénégal juste, Sénégal Goudegou. Aussi, je salue le coordonnateur national Ousmane Diène Faye et aussi le vice-président Cheikh Ahmadou Bamba. Aussi, je salue l'ensemble des coordonnateurs, vraiment, et aussi tous les membres de l'USG, de USJ. Merci. Alors, Monsieur Faye, aujourd'hui, notamment avec la décision du Conseil constitutionnel et la décision notamment venant du Conseil des ministres, aujourd'hui, on est en présence de deux dates pour l'élection présidentielle notamment. Parfait. Il y a la date du 31 mars et également la date du 24 mars. Aujourd'hui, la première question, c'est que c'était à quelle date se fier aujourd'hui, vous en tant que juriste? Oui, parfait. Il faut comprendre que c'est le décret qui fixe la date du scrutin et c'est prévu par l'article L63 du Code électoral. Et il faut aussi comprendre que le Conseil constitutionnel, au-delà bien évidemment de sa juridiction, donc c'est une juridiction bien évidemment créateur du droit. C'est-à-dire que c'est une juridiction qui, une fois qu'il y a une carence bien évidemment en matière électorale, le Conseil constitutionnel peut bien évidemment parer cette carence. Ce qui fait que, après avoir ordonné le président Macky Sall de pouvoir fixer la date du président, la date de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais, alors qu'on avait considéré que le président donc, avait révisé entre guillemets de pouvoir tenir une date. Sur ce, le Conseil constitutionnel avait fixé la date du 31 mars. Alors, sur ce, le président de la République, en même temps aussi, à travers bien évidemment son communiqué, a tenu la date du 24 mars. Il y a deux dates qui semblent être bien évidemment un imbroglio, c'est-à-dire une confusion. Et le problème qui se suscite, c'est pourquoi le président de la République, après avoir saisi par avis le Conseil constitutionnel sur la date qui avait été retenue lors du dialogue, c'était le 2 juin, et en même temps, attendre bien évidemment le jour où le Conseil constitutionnel va rendre bien évidemment sa décision sur l'avis, alors que le président de la République vient aussi publier sa date du 24 mars. Ça pose problème. Et pourquoi? Que cherche le président de la République? Pour pouvoir bien évidemment publier une date conformément ou bien en parallèle avec bien évidemment la publication du Conseil constitutionnel. Bien vrai que le président de la République a le prérogative de fixé, parce que c'est le décret qui fixe bien évidemment la date du scrutin, mais actuellement, le Conseil constitutionnel a fixé cette date pour parer cette carence, parce que le président de la République n'avait pas voulu tenir la date. Actuellement, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Le Conseil constitutionnel va retenir bien évidemment la date prévue par le président de la République, qui est le 24 mars. Donc actuellement, on peut se fier à la date du 24 mars. Parfait. Alors, si on décide, le Conseil, comme vous l'avez dit notamment, le Conseil constitutionnel décide d'adopter la date du 24 mars, et quand on sait que la campagne électorale dure 21 jours, est-ce donc ce n'est pas une violation du code électoral? Parce qu'on n'a pas un délai de 21 jours d'ici le 24 mars. Bon, ça ne sera pas une violation du code électoral. Parce que actuellement, vous savez, c'est le contexte. C'est le contexte dans lequel nous sommes et qui nécessite bien évidemment de tenir la date de l'élection présidentielle. Alors qu'on ne peut pas, avec le contexte, avec la fin du mandat du président de la République le 2 avril, d'avoir bien évidemment un délai de 23 jours pour faire la campagne électorale.
ça ne sera pas possible. Parce que si on peut avoir bien évidemment 21 jours comme délai pour faire bien évidemment la campagne, ça sera un peu dépasse la date du 2 avril. Donc ça sera mieux de s'adapter avec le contexte, de pouvoir diminuer bien évidemment donc, les jours pour faire la campagne, ensuite de pouvoir procéder rapidement à l'élection présidentielle. Ça ne sera pas une violation, puisque même le Conseil constitutionnel, dans sa décision, avait soulevé ça. Parce que nous sommes dans un contexte donc, qui est un peu instable, lié bien évidemment au mandat du président de la République, parce que qui est arrivé à son terme. Donc ça sera vraiment favorable de pouvoir tenir la date de l'élection présidentielle le 24 mars, en bien évidemment restreignant bien évidemment les jours de campagne électorale. Et ce que je voulais comprendre par là, c'est-à-dire que au regard de cette situation qui prévaut dans ce pays, qu'est-ce qui a favorisé en tout cas que nous soyons dans cette situation-là aujourd'hui, selon votre propre analyse? Non, c'est le report de l'élection qui a été fait par le président de la République. Parce que la date de l'élection, c'était prévu le 25 février. Effectivement. Le 25 février. Effectivement. Mais sur ce, il y avait bien évidemment ce que disent les députés. Il y a une soupçon de corruption relativement au Conseil constitutionnel, alors que le président de la République avait fait un discours en disant qu'il a saisi le président de l'Assemblée nationale comme avis avec toutes les personnes et il a décidé de reporter les élections. Et une fois que les élections reportées, il y avait des contestations au niveau du Conseil constitutionnel. Parce que le président de la République n'a pas la prérogative de pouvoir reporter ou même annuler une élection. Seul le Conseil constitutionnel a à le faire et c'est en cas d'un seul cas, c'est lors d'un décès de candidat. Alors que le Conseil constitutionnel avait dit au président de la République, vous n'êtes pas capable de le faire, mais vous devez tenir les élections dans les meilleurs délais. Alors qu'il semblerait que le président de la République n'avait même pas compris ce que dit le meilleur délai. Alors que le meilleur délai, c'est tenir les élections bien avant la fin de son mandat. Alors que c'est à travers bien évidemment cette crise donc, qui s'est passée entre-temps qui a favorisé bien évidemment cette situation. Et comment vous, en tant que juriste, vous jugez la décision provenant du Conseil constitutionnel notamment? C'est une décision parfaite et favorable et conforme bien évidemment à la Constitution. Et si le Conseil constitutionnel n'avait pas pris cette décision, et je pense qu'il n'y aura plus de raison d'être d'avoir la Constitution ou même d'avoir bien évidemment un Conseil constitutionnel. Parce que ça sera tellement catastrophe. Et à travers l'acte 92 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours. Effectivement. Donc si ces décisions sont insusceptibles de recours, et alors que le président de la République est le gardien de la Constitution, il doit être conforme à la Constitution. Et si le Conseil constitutionnel revient en arrière par rapport à sa décision, ça sera tellement catastrophe. Vraiment catastrophe. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de raison d'être, bien évidemment, d'avoir un Conseil constitutionnel. Alors aujourd'hui, essayons de se projeter dans l'avenir. L'élection, on a maintenant, je peux dire qu'on a une date, c'est le 24 mars. Et s'il y a possibilité aujourd'hui de deuxième tour, donc on va aller au-delà du 2 avril. Est-ce que ça ne pose pas un petit problème, surtout quand on sait que le mandat du président de la République se termine le 2 avril? Parfait. Bon, on peut dire que ça va poser un peu de problème, mais d'une part aussi non. Parce que tout cela est lié maintenant dans ce contexte. Si on tenait donc, la date initiale, peut-être le 25 février, c'est parce qu'on n'y aura plus ces raisons d'être. Alors qu'à travers l'article 103 qui interdit le président de la République, Macky Sall, d'avoir le mandat est de 5 ans ferme. Donc on ne peut pas bien évidemment, c'est une clause d'éternité, dépasser la limite du mandat. Donc à partir de là, on peut tout faire pour essayer de redresser la situation bien évidemment qui était initiale. Donc c'est parce qu'il n'y aura plus, il n'y aura pas de problème. Ok. Bah, aujourd'hui, on est dans une situation qui est un peu jugée exceptionnelle. Et quand je dis ça, je m'appuie sur ce que, par exemple, aujourd'hui, normalement, les candidats doivent avoir 21 jours pour se préparer. Parfait. Et aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, ça dit que c'est impossible d'avoir ces 21 jours-là. Est-ce que, peut-être pour ces candidats-là, ces 19 candidats-là, est-ce qu'ils auront le temps pour parfaire le discours, quel discours tenir devant les populations? Bon, je pense qu'ils avaient commencé de faire leur campagne.
Bien vrai qu'il y avait presque plusieurs candidats qui avaient commencé leur campagne, qui avaient commencé à se rapprocher bien évidemment à la population afin de leur dire leur programme. Mais aujourd'hui, avec le contexte, les Sénégalais sont tellement conscients. Et si un candidat s'est bien préparé pour aller à l'élection présidentielle, si un candidat bien évidemment pense qu'actuellement il peut diriger le pays, donc il ne doit pas attendre, même si c'est un jour, il doit dire que moi je suis prêt, en proposant ses programmes bien évidemment à la population, même si c'est un jour. Parce que l'élection présidentielle, on ne se lève pas en un bon moment pour dire aujourd'hui c'est l'élection présidentielle. On l'a prévu pendant des mois et des années et des années. Et puis c'est quelque chose maintenant qui est vraiment sérieux. On ne peut pas attendre 21 jours pour pouvoir convaincre les Sénégalais. Pour moi, ça c'est un peu paradoxal. Avec 2 jours, et si vous êtes bien évidemment prêt et capable de diriger ce pays, avec 2 jours, vous pouvez convaincre bien évidemment la population. Non, mais le problème, il ne se trouve pas là. Mais à mon avis, je trouve que quand on dit campagne électorale, vous devez faire le tour du Sénégal. Et faire le tour du Sénégal en 2 jours pour convaincre, ou bien je dis même pas en 2 jours, en moins de 21 jours pour convaincre les Sénégalais, ce n'est pas une tâche aussi compliquée. Tu sais, tout leader ne doit pas attendre qu'on tienne une date à l'élection présidentielle pour qu'il fasse le tour du pays. Tout candidat doit rapprocher la population avant même les séances prévues pour les élections. C'est ça, c'est ce qui est normal. Même vous êtes convié avec moi, même 21 jours, et vous voulez parvenir tout le Sénégal, même ça pose problème. Ça sera un peu difficile, même 21 jours, c'est difficile. C'est pourquoi tout leader doit préalablement saisir, doit préalablement aller se rapprocher à la population afin de le convaincre avant même d'arriver bien évidemment à l'élection présidentielle. Moi, c'est ce que je crois moi-même. Mais durant 21 jours, même ça semblerait un peu aussi compliqué pour le parcours, bien évidemment, le Sénégal. Effectivement, parce que je le dis parce que je pense notamment au Ramadan et au Carême. Est-ce que donc ce sera pas compliqué en tout cas parce que quand on dit Ramadan, les gens souvent ne sortent pas, même pendant le Carême, les gens ne sortent pas, les gens ne sont pas trop actifs. Est-ce que donc ce sera pas un autre problème que vont rencontrer les candidats? Mais ils vont trouver une stratégie. Parce que c'est dans ces contextes difficiles même qu'on va trouver une stratégie de faire sa campagne. Il y a les moyens de communication, il y a les réseaux sociaux, il y a tout. Il faut qu'ils trouvent bien évidemment des moyens adéquats à leur situation financière ou quoi qu'il en soit, afin de pouvoir faire leur campagne. Parce que nous serons donc dans un mois de Ramadan, donc avec le Ramadan, ça sera un peu difficile, un peu compliqué. Même pour parcourir ça sera un peu compliqué. Mais il faut que ces leaders-là trouvent encore une autre solution, de pouvoir passer par les réseaux sociaux, de pouvoir faire tous les moyens afin de gagner leur visibilité par rapport à la population. Effectivement. Et vous, en tant que juriste, comment vous jugez en tout cas la situation politique qui prévaut actuellement au Sénégal? Bon, instable, regrettable, parce que... En fait, je parle d'une vision juridique, quoi. Donc, d'une vision juridique. Oui, je viens. Parce que tu vois, parce que tout pays se base sur l'état de droit. La démocratie et l'état de droit. Et quand on parle d'un état, c'est la démocratie et l'état de droit. Mais si la démocratie est bafouée et si l'état de droit est bafoué, donc nous sommes aussi dans un contexte actuellement très instable. C'est pourquoi le Sénégal actuellement vraiment a perdu une part de sa démocratie, aussi d'autre part aussi de l'état de droit. Parce que tout ce que j'ai constaté en tant que juriste, avec le traitement inhumain que je vois, avec aussi la torture, avec aussi... Vraiment, je vois que l'état de droit aujourd'hui vraiment connaît au Sénégal quelque chose bien un peu compliqué. Et on doit restaurer bien l'état de droit, on doit remettre le Sénégal par rapport maintenant à sa situation initiale, de vivre la démocratie et de respecter bien les droits humains, de ne pas cadrer les droits humains. Actuellement, le Sénégal est dans ce stade-là. C'est la raison pour laquelle même on procède bien évidemment donc au vote de la Vous dites que le Sénégal a perdu une partie de sa démocratie. Et donc, comment vous comprenez donc la position du Conseil constitutionnel qui a joué un rôle important dans ce processus-là? Parfait.
qui est le gardien de la Constitution, c'est le président de la République. Ouais. Et le président de la République ne devait pas attendre que le Conseil constitutionnel vienne immédiatement de prendre ses responsabilités afin de pouvoir tenir une date. Parce que le gardien de la Constitution, c'est le président de la République. Donc, c'est lui qui doit être la première personne à respecter les institutions et à garantir bien évidemment le bon déroulement des institutions. Alors que si le président de la République a perdu sa mission, ou bien actuellement le Conseil constitutionnel, ce qu'il va faire, c'est de prendre sa responsabilité afin de pouvoir restaurer l'état de droit. Et en effet, c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Effectivement, revenons maintenant, M. Faye, à la loi d'amnistie votée hier à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut peut-être penser qu'il existe une possibilité de recours à cette loi d'amnistie? Oui, comprenons bien que cette loi d'amnistie est une prérogative constitutionnelle. Donc, qui relève de l'article 67 dévolu bien évidemment à l'Assemblée nationale. Et puis, ce n'est pas la première fois que le Sénégal a connu cette loi. Depuis 1960, 1961, 1960, 1964, 1976, 81, 91, 2004, 2005. Jusqu'à bien évidemment avec 2024. Alors que cette loi d'amnistie connaît des limites. Bien évidemment, on peut amnistier des faits. Mais le Sénégal, comme tout État membre, comme tout État, a ratifié des conventions internationales. Et ça dit que ces conventions soient relatives en matière de droits de l'homme, soit relatives bien évidemment par rapport au statut de Rome, relatif à la Cour pénale internationale. Et il y a bien évidemment des normes que tout État ne doit pas déroger. Les États doivent respecter ces normes qui relèvent les normes de jus cogens, c'est-à-dire que ce sont des normes impératifs. Et aucun État, bien évidemment, ne peut pas, ou bien ne pourra pas, ou ne pourrait pas, bien évidemment, faire déroger à ces normes. Et parmi ces normes-là, il y a ce qu'on appelle les droits de l'homme qui sont tellement fondamentaux. Donc l'amnistie aujourd'hui, on peut considérer que le Sénégal a voté une loi d'amnistie et qui s'impose au niveau interne. La loi d'amnistie ne se pose qu'aux juridictions internes. Mais cette loi d'amnistie peut faire valoir aux juridictions internationales. Exemple, on peut saisir bien évidemment la CPI pour crime contre l'humanité. Parce que tout ce qui se passe au Sénégal, on peut qualifier comme crime contre l'humanité. Pourquoi? Parce qu'on a vu des tortures, des gens qu'on a torturés, des gens qu'on voit qui subissent des traitements inhumains et dégradants. Alors que ça sont des actes de torture et qu'on peut qualifier comme crime de l'humanité. Et ces crimes-là relèvent de l'imprescriptibilité à travers l'article 29 du Statut de Rome. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut saisir la CPI afin de pouvoir dénoncer cette loi amnistie. Et d'autre part, on peut contester, on peut manifester pour que cette loi soit bien évidemment revue. À tout moment, même l'État qui vient après Macky Sall, s'il y a une forte population qui se manifeste à travers cette loi, on peut bien évidemment répéter cette loi. Mais c'est ces choses-là, vraiment, qui ne relèvent pas d'une forte garantie. Ok, merci. Et que vous, en tant que juriste, est-ce que vous jugez normal l'adoption de cette loi d'amnistie? Moi, je suis contre cette loi d'amnistie. Pourquoi vous êtes contre? Parce que la loi d'amnistie relève de l'impunité. Et cette loi d'amnistie non seulement relève de l'impunité, mais aussi prive bien évidemment les victimes, prive la justice aux victimes. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce qu'on a vu au Sénégal, depuis mars 2021 jusqu'à mars 2024, les faits subis par certains Sénégalais, il vaut mieux de condamner le coupable que d'emprisonner ou même de tuer les innocents. Alors aujourd'hui, moi, je suis contre cette loi d'amnistie parce que les responsables devraient être situés afin de faire la justice pour la mémoire des victimes. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que l'amnistie a une valeur constitutionnelle. Donc, et vous venez de dire que vous n'êtes pas d'accord avec cette loi d'amnistie. Donc, où se trouve le problème réellement? Bon, le problème se trouve au niveau de la responsabilité des personnes. Parce qu'actuellement, même la Constitution qui garantit, qui dit que les droits des personnes sont inviolables. Effectivement. Sont inviolables.
Actuellement, on voit des gens qui torturent les personnes comme ça, qui les traitent d'une manière inhumaine, alors qu'on efface ces infractions, soit criminelles, soit correctionnelles. Voilà, c'est comme ça, et on oublie. Et cela est considéré comme un pardon légal. Et permettant maintenant à ces autres-là de pouvoir échapper à la justice. Alors, qu'est-ce maintenant les victimes? Et ceux qui ont subi bien l'événement, c'est traitement. Ça pose problème. Ça pose problème. Et ça sera même contraire à la Constitution. Et aujourd'hui, cette loi, on l'a adoptée au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, après promulgation de la loi, qu'est-ce qu'on peut s'attendre réellement? Après la promulgation de cette loi d'amnistie. Oui. Bon, de pouvoir libérer ceux qui sont déjà condamnés pour les faits susceptibles d'être effacés. Effectivement. Aussi de ne pas aussi poursuivre encore pour ceux qui ont bénéficié de cette loi. C'est ça après la promulgation. Ce sont les deux choses-là. Ok. Monsieur Faye, vous êtes vice-coordinateur national du mouvement Union pour un Sénégal juste. Aujourd'hui, j'aimerais peut-être recueillir votre avis sur cette question-là qui me semble intéressante. C'est-à-dire, après promulgation de la loi, qu'est-ce qu'on peut attendre réellement? Bon, je pense que après la promulgation de la loi d'amnistie, ce que nous pouvons attendre, c'est de libérer ceux qui sont bénévolement déjà bénéficiés à cette loi et ceux qui sont susceptibles d'être poursuivis, donc de leur libérer conformément bénévolement à cette loi. Okay. Aujourd'hui, il y a certains qui affirment qu'il y a une connotation politique sur cette loi-là. Est-ce que c'est le cas? Oui, à mon avis, oui. Parce que je pense que lors des manifestations, même le ministre de la Justice avait évoqué on va ouvrir des enquêtes, on va mener des enquêtes pour les victimes. Et depuis lors, on n'a pas vu une enquête menée, quelconque enquête. Arrivé à ce stade-là, et on nous propose une loi d'amnistie, ça sera contradictoire avec leurs paroles. Donc, cela révèle bien évidemment cette connotation politique. Maître Sidi Kaba avait dit qu'on va mener des enquêtes. Maître Aïssa Tall Sall avait dit ça. Les députés avaient dit ça. Plusieurs personnes l'avaient dit. Mais au final, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà, on va amnistier, bien évidemment. Il n'y a plus d'enquête. Il n'y a rien du tout. Donc, ça sera vraiment une connotation politique. Et c'est tellement grave dans un pays comme le Sénégal. Donc, aujourd'hui, on devait d'abord juger les coupables. Citer les responsables. Et après amnistier. Citer les responsables. Juger les coupables. Après amnistie. C'est votre avis, quoi. Même Dieu avant qu'il vous pardonne. Donc vous allez demander pardon à Dieu alors que Dieu vous pardonne. C'est comme ça que ça se passe. Les responsables devraient être situés, traduits en justice, et à la fin, si on pardonne, on pardonne. En fait, normalement, c'était la volonté populaire, mais à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté ce projet de loi-là. Oui, parce que à l'Assemblée nationale, ce sont des députés mécaniques. Des députés mécaniques. Mécaniques, oui. Qu'est-ce que vous appelez députés mécaniques? Sont des députés qui ne réfléchissent même pas. Ils cherchent ce qu'il plaît au parti, jusqu'à ce dire au parti, relève de l'APR, ce qu'il plaît au président, alors qu'ils votent. C'est fini, c'est mécanique. Ils ne réfléchissent même pas, ils ne cherchent même pas les conséquences. Ils ne tireront même pas les conséquences. Alors que c'est un projet de loi qui est vérifié dans la République, d'accord, ils ferment leurs yeux, ils votent, c'est fini. Alors, revenons un tout petit peu sur l'indemnisation, notamment annoncée par le ministre de la Justice. Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible d'indemniser une personne sans pour autant juger? Oui, je pense qu'il a dit, ou bien il a parlé d'indemnisation pour pouvoir, en voulant montrer qu'ils vont apporter leur soutien à la famille des victimes. Mais on ne peut pas parler d'indemnisation sans jugement. Mais pourtant, il l'a dit. Oui, peut-être, oui, il l'a dit, moi je l'ai suivi. Mais c'est pour juste montrer, bien évidemment, que la population, voilà, peut-être le président va vous assister ou bien va assister les victimes seulement. Mais on ne peut pas indemner sans jugement. Donc, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc, pour quelle raison le ministre l'a dit, donc? Ah, peut-être, hein, peut-être elle le sait. Peut-être elle le sait, parce que hier maintenant je l'ai entendu, donc avec sa rhétorique, vraiment dire des choses. En tout cas, elle sait nettement que ce qu'elle a dit, ou bien même ce qu'il entend par indemnisation.
Mais indemnisation ne peut pas avoir lieu sans condamnation ou bien sans jugement. Voilà. Alors, terminons par votre mouvement, notamment mouvement Union pour un Sénégal. Juste quels sont aujourd'hui vos objectifs? Parfait. Politiques? Parfait. L'Union pour un Sénégal juste, c'est un mouvement qui a été créé par l'ex-capitaine Touré. Donc, une digne personne qui a été radiée, bien évidemment. Et c'est parce que vraiment, ça, il devrait faire partie, si c'est vrai, par rapport à cette loi d'amnistie, et on va lui restituer bien évidemment ses fonctions. Donc, le mouvement ESU, c'est un mouvement donc, qui est né dans ce contexte et qui est prêt à lutter contre les injustices et qui cherche à réconcilier l'homme avec sa patrie. Donc, ça sera un combat qui est difficile et comme nous sommes dans un pays Sénégal, mais ce mouvement, vraiment, c'est un mouvement de citoyenneté avant d'être politique. Et donc, actuellement, vous n'avez pas d'objectif politique? Nous avions une ambition de pouvoir de participer à l'élection présidentielle parce qu'on avait retiré des fiches de parrainage. Mais à la fin, on s'est retiré afin de pouvoir coaliser avec la coalition Sonko, mais finalement, ça sera avec la coalition Diomaye président. Effectivement. Et tantôt, vous avez dit que vous êtes un mouvement citoyen, n'est-ce pas? Vous ne faites pas encore de la politique. Alors que vous dites que vous avez des objectifs politiques. Est-ce que ce n'est pas une contradiction? Ça ne sera pas une contradiction. Pour faire de la politique, il faut être un citoyen, il faut passer par le mouvement citoyen. Et aussi, quand aussi vous luttez contre les injustices, il faut faire la politique. La politique, ce n'est pas la manière dont les gens l'appréhendent. La politique, c'est le fait que, comme on le dit, aller gérer les affaires de la cité, etc. C'est pour participer. Et quand on passe à une activité, tu fais de la politique. Voilà. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Et merci El Hadji Ibrahima Niass Faye. Je rappelle que vous êtes juriste et doctorant en droit public, vice-coordinateur national du mouvement Union pour un Sénégal, juste de ex-capitaine Touré. Quel est aujourd'hui votre dernier mot? Bon, de vous remercier. Donc, de vous remercier par rapport à votre invitation. Aussi, je prie pour que notre pays soit stable et que les élections, bien évidemment, vont dans la paix, dans l'apaisement du climat politique. Et aussi, je salue bien évidemment le président du mouvement ESU, Capitaine Seydina Oumar Touré, et l'ensemble des coordinateurs et les membres de l'ESU. Aussi, je salue mes chers amis, Mamad Nyan, Cheikh Ahmed Badji, Ahmed Kébé, aussi l'ensemble de la population kaolakoise. Merci. Merci beaucoup, M. Faye, et merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Aux téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci.